Je vais vous parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens issus des contenants alimentaires en matière plastique et notamment des risques d'exposition pour les enfants de 0 à 6 ans. Ce sujet a fait l'objet de ma thèse d'exercice de pharmacie soutenue en février 2023. Je vais d'abord vous présenter brièvement le système endocrinien et les perturbateurs endocriniens. Nous verrons ensuite de quelle manière les enfants sont exposés aux perturbateurs endocriniens via les contenants alimentaires en plastique et la réglementation qui s'applique à ces contenants. Enfin, nous aborderons les moyens de protéger les enfants. Le système endocrinien est l'ensemble des organes qui sécrètent des hormones. Les hormones sont des messagers chimiques qui circulent par voie sanguine à des concentrations extrêmement faibles et qui vont piloter de nombreuses fonctions biologiques. On peut voir le système endocrinien comme un mécanisme d'horlogerie, où chaque roue en entraîne une autre. Les interactions entre les différentes hormones sont multiples et ne sont pas encore toutes identifiées. L'hypothalamus et l'hypophyse ont un rôle central dans la régulation de différentes voies hormonales. Ils interviennent notamment dans la croissance, le contrôle du volume d'urine et de sang, et bien entendu dans la régulation des fonctions sexuelles, avec deux périodes clés que sont les 1000 premiers jours de vie et la puberté. Ce sont également des hormones qui régulent l'appétit et les transformations des sucres et des acides gras. L'effet de certaines substances sur le système endocrinien est discuté depuis plus de 70 ans. Rachel Carson, biologiste, dénonçait dès 1960 les effets de certains pesticides sur la reproduction des oiseaux et redoutait un printemps silencieux. En 1991, Theo Colborn, zoologiste, organisait la conférence de Wingspread, où de nombreux scientifiques se réunissent pour définir la notion de perturbateur endocrinien et lister les substances ayant des impacts connus sur la reproduction animale et humaine. Des plans européens et français se suivent et se ressemblent, avec des ambitions affichées, mais une efficacité controversée. Nous pouvons noter en 2022 la définition des perturbateurs endocriniens avérés et suspectés qui a été publiée par l'OMS. Au niveau européen, citons l'ECHA, qui est en charge des réglementations REACH et CLP, qui encadrent l'enregistrement et l'identification des substances chimiques. Au niveau français, un des acteurs majeurs est l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Une substance chimique peut perturber le système endocrinien, par exemple en mimant l'hormone naturelle, ou en perturbant sa sécrétion et son transport, ou encore en bloquant son récepteur. Les effets sont d'autant plus délétères que le sujet est sensible, par exemple pendant la vie intra-utérine, la petite enfance ou la puberté. Par ailleurs, en toxicologie, on considère que c'est la dose qui fait le poison. Il est donc nécessaire d'identifier une dose seuil, en deçà de laquelle il n'y a pas de toxicité. Mais malheureusement, cette méthodologie n'est pas pertinente pour les perturbateurs endocriniens. Premièrement, car ils agissent à très faible dose, et deuxièmement, car la relation entre la dose et l'effet n'est pas monotone. L'effet délétère peut par exemple être majoré à faible dose. De plus, il est extrêmement important de prendre en compte l'effet cocktail. Il a été mis en évidence que deux perturbateurs endocriniens qui n'auraient pas d'effet individuellement auront un effet cumulatif ou même synergique lorsqu'ils sont présents en même temps. Cela entraîne une grande difficulté au niveau des réglementations car les associations sont infinies. Les risques identifiés à ce jour pour la santé humaine sont très divers. Il y a notamment les impacts sur les fonctions neurologiques chez l'enfant, des perturbations des fonctions sexuelles avec des pubertés précoces et des infertilités chez l'adulte, ou encore un risque accru d'obésité dès l'enfance et de diabète de type 2 chez l'adulte. Aujourd'hui, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens présents dans le plastique. Mais d'abord, qu'est-ce que le plastique? On peut faire l'analogie avec les spaghettis à la bolognaise. Le plastique est constitué de longues chaînes polymères, comme des spaghettis, qui lui donnent sa structure. Une sauce de différents additifs lui apporte de la souplesse, de la tenue et de la couleur. Voici deux familles de perturbateurs endocriniens fréquemment utilisés dans les plastiques. Tout d'abord les bisphénols, avec l'exemple du bisphénol A qui est l'élément constitutif du polycarbonate, et la famille des phtalates qui sont des plastifiants, avec un exemple ici qui est le DEHP. Les éléments du plastique peuvent migrer vers le contenu, notamment en cas de contact prolongé ou d'élévation de la température. Aujourd'hui, le plastique a envahi l'alimentation des bébés. Tout d'abord les biberons, dont plus de 80% des références proposées à la vente sont en plastique. Également les petits pots industriels pour bébés, dont la majorité sont également conditionnés dans des bols plastiques, et qui en plus préconisent de réchauffer le repas directement dans le contenant. L'omniprésence du plastique est également flagrante dans les pots de yaourt et de compote proposés en dessert aux enfants. Le plastique est également très présent à la cantine. L'industrialisation des cuisines a favorisé l'organisation en liaison froide pour les repas des crèches et des écoles.
Les repas sont préparés plusieurs jours à l'avance, en grande quantité, conditionnés en barquettes plastiques, puis gardés en chambre froide jusqu'au jour du service. Les barquettes plastiques sont alors réchauffées au four autour de 110 degrés pendant environ 1 heure. Les conditions sont réunies pour extraire les éléments du plastique. La sauce, qui mélange des éléments aqueux et huileux et qui est donc un bon vecteur, un temps de contact important et une température élevée. Une autre pratique exercée dans certaines cuisines est la cuisson gastronomique à basse température. Cela signifie que la viande en sauce est conditionnée sous vide dans de grandes poches plastiques, puis immergée dans l'eau à 70 degrés pendant 1 à 3 jours. Là encore, les constituants du plastique ont des conditions favorisées pour migrer vers l'alimentation. En tant que parent, quand on interroge les professionnels de la restauration collective et les industriels du plastique, la réponse est unanime. Nous respectons la législation. Mais alors, que dit la loi? En Europe, c'est le règlement 10/2011 qui encadre la production de contenants alimentaires en matière plastique. Ce règlement définit tout d'abord une liste des matières premières que les industriels sont autorisés à utiliser pour produire des contenants alimentaires en plastique. On peut s'étonner d'y retrouver 5 substances reconnues perturbateurs endocriniens, dont le DEHP, qui a été reconnu officiellement dès 2008, ainsi que 12 substances dont les propriétés de perturbateurs endocriniens sont en cours d'étude au niveau européen. Par ailleurs, ce règlement confirme que des éléments du plastique migrent vers l'alimentation et définit donc des seuils. Prenons l'exemple d'une barquette plastique classiquement utilisée en cantine. Le règlement autorise que 105 mg de plastique fondu, dont 1,5 mg de DEHP, se retrouvent dans l'alimentation destinée aux enfants. Sachant que les perturbateurs endocriniens peuvent agir à très faible dose, nous voyons donc que la logique de seuil ne permet pas de protéger les enfants de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Lorsque les scientifiques étudient les substances chimiques effectivement retrouvées dans l'alimentation au contact des contenants alimentaires, les résultats sont sans appel. Sur une compilation de 1210 études, 2881 substances ont été identifiées et seuls 35% d'entre elles étaient effectivement autorisées par la loi. On voit donc clairement qu'à ce jour, les réglementations ne suffisent pas à protéger nos enfants des perturbateurs endocriniens issus des contenants plastiques. Mais alors, comment protéger les enfants? En remplaçant les contenants plastiques par des contenants inertes. Préférez par exemple les biberons en verre, les assiettes en céramique et les barquettes en inox. Si le repas de bébé est conditionné dans du plastique, contrairement à ce qui est écrit sur l'emballage, ne le réchauffez pas directement dans son bol plastique, mais transvasez-le dans une assiette avant de le passer au micro-ondes. Les nombreux professionnels de santé qui accompagnent les femmes enceintes et les parents ont un rôle central pour les informer sur ces gestes simples de prévention. Ils peuvent par exemple les orienter vers le site 1000 premiers jours de Santé publique France ou le site Les perturbateurs endocriniens Ma Maison qui permet d'identifier les sources potentielles de perturbateurs endocriniens. La loi peut également protéger efficacement les enfants en supprimant purement et simplement le plastique des cantines. C'est l'objet de l'article 28 de la loi Egalim, porté par plusieurs députés et l'association Cantines sans plastique France. Ainsi, les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique seront interdits pour la restauration collective, de la crèche à l'université. Votée en 2018, cette interdiction sera applicable au 1er janvier 2025 dans toutes les municipalités de plus de 2000 habitants. Concernant les contenants alimentaires en matière plastique, les intérêts industriels sont trop souvent en contradiction avec les intérêts de santé publique, ce qui freine la mise en place d'une prévention efficace par la réglementation. Mais les solutions existent déjà, et nous pouvons tous agir au quotidien pour limiter l'exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens issus des contenants plastiques.